BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission, ou plutôt elle sera notre invitée dans la première partie de l'émission puisque nous avons une invitée exceptionnelle cette semaine. Vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, bien sûr. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, X, sur Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho, notre chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Et puis tiens, à partir de cette semaine, on vous fait gagner, si ça vous intéresse, le livre de l'invité dédicacé à votre nom. Donc surtout, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous manifester. Une invitée exceptionnelle donc aujourd'hui dans la librairie de l'écho, Naomi Oreskes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire des sciences à Harvard, vous êtes éditorialiste dans les plus grands journaux américains et vous publiez avec Eric M. Conway Le Grand Mythe. Comment les industriels nous ont appris à détester l'État et à vénérer le libre marché aux éditions Les Liens qui libèrent. Avant de parler de votre dernier ouvrage, je voudrais qu'on dise un mot d'un livre que vous avez déjà publié tous les deux il y a 10 ans. Ça s'appelait Les Marchands de doute, livre qui a eu un écho planétaire. Alors on retrouve un peu les mêmes acteurs qui sont ces grands industriels américains. Votre propos à l'époque, c'était de montrer comment ces grands groupes ont versé dans le relativisme, voire le négationnisme scientifique pour défendre leurs intérêts, qu'il s'agisse du tabac, de la couche d'ozone, etc. Est-ce que vous diriez que la situation s'est améliorée ou a empiré depuis dans cette stratégie des grandes entreprises américaines ? La situation a empiré depuis qu'on a écrit Les Marchands du doute. Cette stratégie de désinformation, de propagande ne s'est qu'accrue depuis qu'on a écrit ce livre précédent. Et en raison des réseaux sociaux, de plus en plus de lieux où il y a de la désinformation. Alors, quelles sont les stratégies mises en place par ces entreprises pour finalement discréditer la science ? Comme on l'a écrit dans Les Marchands du doute, la principale stratégie est de faire douter de la science. Et c'est fait d'une certaine nombre de façons. Une façon principale, c'est de dire qu'il n'y a pas de preuves scientifiques et d'essayer de faire monter l'impression d'un débat, d'une grande discussion, en faisant monter un certain nombre de scientifiques qui sont en désaccord et qui promeuvent leur vision à eux, corporate, ou même des gens qui ne sont pas du tout des scientifiques, mais qui sont prêts à aller à la télé, à la radio, pour dire « Ah, mais moi je ne pense pas que ça soit vrai », et de donner au public l'impression que les scientifiques sont très incertains, beaucoup plus qu'ils ne le sont. Alors, vous mettez en évidence aussi un piège dans lequel tombent les journalistes, qui est, sous couvert de vouloir donner un temps de parole équilibré à tout le monde, en fait, il y a une surreprésentation de la minorité qui veut discréditer le consensus scientifique. Tout à fait. Et cette façon, c'est de mettre de la pression sur des journalistes comme vous, leur demandant de donner un temps égal aux deux côtés, même si en réalité, la grande majorité des scientifiques sont d'accord sur un sujet, mais parce que les journalistes croient à un certain équilibre, cette idée d'équilibre pour exploiter la situation, faire pression sur les journalistes, de donner du temps à des gens qui ont très très peu de soutien scientifique. Alors, dans une période où justement on manque de boussole pour se repérer où est la vérité, il y a une phrase importante que j'ai retenue dans votre livre, c'est « Le consensus scientifique est le meilleur indicateur de vérité que nous ayons ». Aujourd'hui, donc, dans Le Grand Mythe, Naomi Oreskes, alors vous vous intéressez toujours à ces grandes entreprises américaines qui n'ont eu de cesse de réclamer le plus de marché possible et le moins d'État possible. Qui sont ces entreprises finalement ? Ce qu'on fait dans ce livre, Le Grand Mythe, c'est qu'il y a ce réseau
ou un assemblage de gens aux États-Unis qui représentent vraiment des grandes entreprises, des noms très célèbres dans l'industrie, comme les DuPont, General Motors et un groupe qui s'appelle l'Association nationale des entrepreneurs, qui est un parapluie pour toutes les entreprises aux États-Unis. Et on montre comment ces groupes ont commencé à travailler ensemble, et aussi avec l'industrie de l'électricité, avec General Electric, par exemple, pour promouvoir l'idée qu'on pourrait faire confiance au marché pour résoudre les problèmes, qu'on n'avait pas besoin de gouvernement pour intervenir sur le marché, pour protéger les employés, les travailleurs, les enfants, l'environnement, et de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Alors, vous parlez d'un fondamentalisme de marché et vous dites, en fait, c'est une invention récente. Ça date du XXe siècle parce que les économistes libéraux du XVIIIe et du XIXe siècle, eh bien, eux, finalement, ils reconnaissaient quand même à l'État des fonctions essentielles. Tout à fait. Et ça, où notre livre est un peu différent des marchands de doute. Quand on parle de la science, il y a une vérité sur la science. Un vaccin, ça marche ou ça ne marche pas. Telle ou telle chose cause ou ne cause pas des problèmes. Le climat change ou ne change pas. Nous traitons d'un seul argument. C'est le rôle du gouvernement et l'efficacité relative ou pas du marché pour résoudre des problèmes. Mais une partie de la construction du mythe, c'est de nier le rôle central du gouvernement reconnu par les gens du XVIIIe et XIXe siècle. Et ce dont on parle dans le livre, c'est la mauvaise représentation que l'on a d'Adam Smith. La plupart des gens pensent qu'Adam Smith est le fondateur, le père du capitalisme, comme quelqu'un qui a pensé ou qui a dit que tout pouvait être laissé aux mains du marché, comme la règle de l'auto-intérêt, etc. Mais quand on lit Adam Smith de près, on voit que c'est beaucoup plus subtil. Il soutient les syndicats, il soutient la réglementation des banques, il reconnaît le rôle central de l'impôt et du gouvernement pour fournir des biens communs comme des routes, des hôpitaux, etc. Mais on a perdu cette compréhension en partie en raison du fait, parce que ce dont on parle dans le livre, des gens promeuvent une vision particulière d'Adam Smith qui nie toute cette reconnaissance, qui nie la vérité et crée une vision d'Adam Smith qui était très unidimensionnelle et qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle, proche de l'esprit de son travail. Alors, les intellectuels qui ont inspiré finalement cette philosophie, bon, ils sont très connus, hein, c'est Friedrich Hayek, vous citez, ce sont les économistes de l'école autrichienne et les libertariens, donc vous citez Ayn Rand, vous citez tous ces gens-là, et vous dites, en fait, ils ont essayé de faire croire que finalement la liberté qu'il revendiquait finalement était intrinsèquement liée au capitalisme et que finalement si on touchait à l'un, on touchait forcément à l'autre. C'est-à-dire capitalisme et démocratie étaient fondamentalement indissociables. Si on touchait au capitalisme, on touchait à la démocratie. Tout à fait. C'est vraiment le centre de ce que l'on appelle le grand mythe. Ce n'est pas simplement un argument en faveur de l'efficacité du capitalisme de marché, mais c'est la relation qu'il y aurait entre capitalisme et démocratie, entre capitalisme et liberté. Et on ne faut pas laisser les gouvernements diminuer la liberté du marché, parce que si on fait cela, ça va diminuer toutes nos libertés. Et dans le livre, on montre comment cet argument, qui n'est pas soutenu par l'histoire, par les faits, est promu aux États-Unis, qui prend les travaux de Friedrich von Hayek, qui les popularise, qui simplifie son argument et promeut aux États-Unis une variété de façons de voir et même une vision en BD du livre de Hayek, La route vers la servitude, qui enlève toutes les nuances, toutes les subtilités, où il permet, évidemment, il se permet de dire qu'on a besoin de gouvernement et qui le place dans cet argument fondamentaliste en faveur des marchés contre le gouvernement. Alors, on peut dire que finalement, ces intellectuels, ces entreprises, leur vision relève d'une vision philosophique. Donc il y a la philosophie d'un côté, mais vous dites bien aussi, il y a l'efficacité de l'autre. Et est-ce que ces politiques fonctionnent ou pas? Et alors vous citez quand même le cas très intéressant
du marché de l'électricité. Et vous dites, finalement, au début de l'électricité, aux États-Unis, parce que l'État n'est pas intervenu, il y a énormément d'Américains dans des coins retirés de l'Amérique qui n'ont pas eu l'électricité, alors qu'en Europe, au moment où les marchés de l'électricité étaient plutôt organisés par les États, eh ben, les Européens dans leur ensemble ont eu beaucoup plus tôt l'électricité. Tout à fait. Et un des points du livre est de dire que les marchés sont compliqués, certains marchés fonctionnent bien, mais beaucoup de marchés ne fonctionnent pas bien et souvent ils ne fonctionnent pas pour des choses dont les gens ont vraiment besoin. Le livre s'ouvre avec un débat sur un épisode du début du XXe siècle au sujet de l'électricité. Aux États-Unis, l'électricité a été développée principalement comme une activité du secteur privé. Et le secteur privé a été très efficace et efficient à amener l'électricité aux Américains dans les grandes villes, New York, à Chicago, Saint-Louis. Mais ils n'avaient pas construit et apporté l'électricité dans les villages parce que ça ne pouvait pas faire du profit, parce qu'il y avait trop peu de population pour créer suffisamment de demande. Et donc les ruraux n'avaient pas d'électricité. Et c'était différent en Europe, où c'était développé plus comme une fonction gouvernementale, étatique, où l'électricité a été vue comme un bien public. Et ce qui s'est produit aux États-Unis, finalement, c'est que les gens ont commencé à pointer du doigt cette différence et de dire, écoutez, on a besoin que le gouvernement apporte l'électricité aux zones rurales parce que le marché ne le fait pas. Et ce que l'électricité, l'industrie a fait en réaction a été des campagnes de désinformation. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est que cette campagne de désinformation qu'on a décrite dans Les Marchands du doute avait eu une histoire encore plus ancienne dans le domaine de l'électricité. L'industrie de l'électricité a lancé une grande campagne de désinformation en faveur du laisser-faire économique en influençant les livres, les manuels scolaires, les manuels universitaires, en tentant de changer ce qui était enseigné dans les universités américaines. Et finalement, en mentant sur le coût de l'électricité, en prétendant que l'électricité privée était moins chère que l'électricité publique, ou alors que les preuves montraient exactement le contraire. Alors, il y a un point quand même sur lequel j'ai un doute. Le sous-titre de votre livre, c'est « Comment les industriels nous ont appris à détester l'État et à vénérer le marché ». Sauf que quand on lit votre livre, on se dit finalement, il y a cette période des années 20. Et puis après, il y a le premier grand dysfonctionnement du marché qui est la crise de 29. Mais après la crise de 29, jusque dans les années 80, avant d'arriver aux années Reagan, on assiste qu'à une lente remontée en puissance de l'État finalement et de l'action publique aux États-Unis. Donc ça n'est pas le triomphe de ces idées. C'est pas le triomphe de ces idées au départ, et c'est l'histoire qu'on raconte, c'est comment ces idées triomphent après une longue période d'échec. Ce qu'on montre, c'est que à travers la première moitié du XXe siècle et jusque bien au milieu du XXe siècle, les directeurs des corporates tentent de promouvoir ces idées et ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas en partie parce que les preuves de l'échec du marché est tellement évidente. Les jeunes enfants qui travaillent dans les entreprises, des travailleurs de la route tués au travail et la Grande Dépression qui mène au New Deal. Et donc, à travers le XXe siècle, les Américains voient à quel point on a besoin de l'État pour remédier les échecs du marché. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour protéger l'environnement, ces idées reculent. Elles ne réussissent pas jusqu'aux années 80. Et la deuxième partie, vous savez, il y a la troisième partie. La troisième partie du livre explique comment ces idées, finalement, triomphent, alors qu'elles n'ont pas réussi jusqu'à ce point-là. Alors, justement, comment vous expliquez, finalement, cette parenthèse des années Reagan? Quelle est la logique, finalement, de l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, qui est quand même le plus grand représentant de ce courant de pensée libertarien, quasiment?
Quelques points. Il n'y a pas qu'une seule cause pour l'histoire. Donc, ce qu'on montre d'abord, c'est que ces dirigeants se sont rendus compte qu'une partie des raisons pour lesquelles ils échouent, c'est que leurs arguments sont vraiment, c'est de l'auto-intérêt. Et la communauté des affaires dit « Ah, croyez-nous, tout va bien aller ». Les Américains n'achètent pas ça. Ils se rendent compte que c'est égoïste. Et les dirigeants se rendent compte qu'ils doivent trouver une façon de donner à ces arguments une crédibilité intellectuelle. Et ils le font en budgétant, en donnant de l'argent à l'Université de Chicago et en créant ce qu'on appelle aujourd'hui l'École de Chicago d'économie. Ils créent un projet à l'Université de Chicago nommé le projet Free Market, marché libre, dont le but unique est de donner de l'argent aux universitaires qui promeuvraient ces idées pour leur donner de la crédibilité. On voit comment ces idées commencent à vraiment prendre leur envol avec Milton Friedman qui devient une voix très entendue. Et ce qu'une des choses que dit Milton Friedman, c'est que le but de l'intellectuel est de développer un jeu d'idées. Donc lorsque le monde sera prêt, les idées sont déjà là pour cela. Et cela se produit dans les années 70, avec la crise économique des années 70, et ce que les économistes appellent la stagflation. Donc il y a eu une période aux États-Unis et en Europe aussi, où l'économie cale, il y a très peu de croissance, le chômage était élevé, l'inflation était aussi en hausse. Et ça ne devait pas se produire. La théorie économique a dit soit vous avez de l'inflation, soit vous avez du chômage, mais pas les deux à la fois. Et donc Friedman et l'école de Chicago se sont introduits dans la brèche, a dit ah, nous on a l'explication. L'explication, c'est que le marché sont trop régulés. Et Hayek dit non, non, c'est pas ça la réponse. Peut-être dans certains domaines, oui, il y a trop de régulation, ça a pu jouer un rôle. Mais Ronald Reagan récupère cela et il dit on doit déréguler le marché. Et en plus, pas simplement la question d'un marché particulier comme les transports routiers ou d'autres comme Jimmy Carter avait déjà traité, mais il faut vraiment couper les impôts, réduire les impôts. Et Reagan dit quelque chose de très malin. Il utilise le mot régulation pour s'adresser à deux choses différentes. Un, c'est la régulation des marchés. Par exemple, la régulation de l'aviation, contrôler les prix, par exemple, les prix des billets aériens. On peut en débattre, est-ce que c'était bon ou mauvais, mais il l'utilise aussi pour parler de la protection de l'environnement et de la sécurité dans les lieux de travail. Il tente de défaire toutes les régulations environnementales. Et bien entendu, c'est ce qui lie ce livre à notre premier livre sur le changement climatique. Mais quand même, Naomi Oreskes, dans le succès de Ronald Reagan, cette mise en avant de la liberté et de la responsabilité comme valeur cardinale, est-ce que c'est pas aussi tout simplement les valeurs du rêve américain ? D'une certaine mesure, oui. Une des raisons, c'est que ça fonctionne, c'est que ça joue quelque chose, ça repose sur l'individualisme qui est une des valeurs capitales, cardinales des valeurs américaines. Ce n'est pas le gouvernement qui doit décider pour nous, c'est nous qui décidons. C'est où on travaille, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas, est-ce qu'on rejoint ou on ne rejoint pas un syndicat, est-ce qu'on doit conduire ou pas une grosse voiture, etc. Et ces arguments ont du sens. La plupart des Américains sont d'accord avec ça, que dans la mesure du possible, on ne devrait pas avoir quelqu'un qui décide pour nous. Mais ça va trop loin. Et l'autre question dont on parle, c'est d'où vient Ronald Reagan. Et ce que l'on montre dans le livre, c'est que ces idées, l'absorption de ces idées, viennent du temps où il travaillait comme porte-parole de l'entreprise General Electric. Et dans le livre, on montre comment Ronald Reagan est directement lié à ces débats sur l'électricité que l'industrie de l'électricité avait promu et diffusé dans le public américain à travers Ronald Reagan. Comment vous qualifieriez le fonctionnement de l'économie américaine aujourd'hui? Est-ce que vous considérez que c'est une économie qui est trop régulée, pas assez régulée, plus régulée qu'en Europe ou pas? Je vous pose cette question parce que vous avez une phrase dans votre livre, vous dites
quand on compare finalement le bien-être de la population entre pays, eh bien, on observe que les gens sont plus heureux dans les pays et les États qui ont les taux d'imposition les plus élevés et la réglementation la plus sévère. Est-ce que vous considérez que les États-Unis sont un État aujourd'hui où la réglementation est sévère ou pas, plus ou moins qu'en Europe? Parce qu'en fait, quand on regarde la performance économique de l'Europe et des États-Unis ces dernières, même depuis 30 ans, les États-Unis, c'est un vrai triomphe américain en fait. Le modèle américain paraît l'éternel pays émergent qui survit à toutes les crises ou pas. Ça dépend comment on définit le triomphe. Bien sûr, il y a des indicateurs économiques où les États-Unis réussissent mieux que les autres. Mais si on regarde les conditions des Américains, eh bien, regardez à quel point on souffre et on ne va pas bien du tout par rapport aux démocraties sociales européennes. Et je pense que c'est très très important. On est beaucoup plus malade, on est moins content, moins en bonne santé et on vit moins longtemps. Depuis la première fois depuis 100 ans, l'espérance de vie a diminué au cours des 20 dernières années. Et ça a beaucoup à voir avec les échecs de notre système de santé, parce que nous avons un système de santé fragmentaire, beaucoup plus fragmentaire qu'en Europe. Je ne veux pas dire que les États-Unis sont sous-réglementés, sous-régulés, mais ce que je veux dire, c'est que les travailleurs, les consommateurs, l'environnement, les enfants sont sous-protégés et qu'il y a un rôle important à jouer, que le gouvernement, l'État doit jouer pour satisfaire les besoins que le marché ne satisfait pas et de protéger les gens des excès des marchés, comme la destruction de l'environnement et la sécurité sur les lieux de travail. Et ça a aussi à voir avec le capitalisme monopolistique. On n'a pas le temps d'en discuter, mais l'idée de tout cela, c'est qu'en théorie, ces gens glorifient le marché compétitif, mais en réalité, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que le manque de législation antitrust a marqué la réémergence des monopoles. Très peu d'entreprises contrôlent l'Internet, les divertissements, les médias, les livres, les journaux, et la concurrence qu'Adam Smith avait imaginée, qui produirait un bon résultat, eh bien, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui aux États-Unis. Naomi Oreskes, si jamais Donald Trump est réélu président des États-Unis en novembre, est-ce que les entreprises que vous citez dans votre livre déboucheront le champagne? Est-ce que pour elles c'est vraiment un vrai succès, quoi? Je pense que beaucoup, oui, sableront le champagne. Où sont les entreprises dans ce débat? Pourquoi est-ce que les entreprises ne sont pas énervées par le racisme évident, le sexisme évident de Trump, ces évocations de thèmes nazis sur l'empoisonnement du sang des Américains? Toute personne rationnelle devrait être très, très énervée par cela. Et son soutien de l'insurrection, la façon dont il torpille la démocratie américaine, mais on voit que la grande majorité des Américains ne s'oppose pas à cela. Et je crois que finalement, c'est une question compliquée, mais beaucoup d'entre eux pensent que aussi longtemps qu'il réduit les impôts, qu'il donne aux entreprises des guides libres pour pouvoir aller où ils veulent, eh ben, on va le laisser faire. Une des choses les plus importantes qui pourraient se produire aux États-Unis, ce serait que pour les dirigeants des entreprises se comptent et disent « mais bien sûr qu'on ne veut pas payer beaucoup d'impôts, évidemment, tout le monde sait ça, mais on croit aussi à la démocratie américaine et pour l'instant, la démocratie américaine est en danger ». Merci beaucoup, Naomi Oreskes, d'être passée par la librairie de l'Écho. Je rappelle votre livre « Le grand mythe » avec Eric Conway. Et puis, merci à Michel Zlotowski pour sa traduction limpide, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, c'est la fin de cette première partie de la librairie de l'Écho. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie.